Bonsoir mesdames, messieurs et bonjour à ceux qui nous suivront en rediffusion. Très heureuse de vous retrouver après un petit moment d'absence. J'espère que vous êtes en forme puisque nous on l'est. C'est déjà votre émission qui commence. Le regard de ce soir sera arrivé sur le secrétaire national chargé des relations extérieures à l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS. Il s'agit de monsieur Félix Tshisekedi qui n'est pas venu pour la première fois dans cette émission. Bonsoir monsieur Tshisekedi et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, M. Tshisekedi, comme je viens de le dire, il est secrétaire national chargé des relations extérieures au sein de l'UDPS. L'actualité qui reste dominée par l'UDPS, le pré-dialogue qu'il y a eu en Italie, il va le confirmer ou il va peut-être démentir, qui sait. Mais aussi le dialogue, est-ce que la transition est obligatoire en République démocratique du Congo? Doit-on parler de l'alternance au pays? Le voix se lève de partout. Il y a d'autres personnes qui sont pour le dialogue, il y en a d'autres qui sont contre le dialogue, mais c'est quoi la position officielle de l'UDPS? Est-ce que l'UDPS arrive finalement à assumer sa position officielle? Donc ces différentes questions seront débattues au cours de cette émission. Encore une fois, Monsieur Tshisekedi, bienvenue. Comment vous vous portez? Mais merci, je vais très bien, ça va. Un peu triste parce que aujourd'hui je vais enterrer un ami, un grand ami. J'ai une pensée pour lui, Francis Dongo. Qui est décédé et qui, je pense à sa famille, à ses enfants, à sa veuve, et voilà. Mais sinon, à part ça, la santé, ça va. Ça va. Et l'UDPS, comment se porte ce grand parti politique avant de parler de l'école lui-même, hein, bien évidemment? Bon, l'UDPS, c'est une organisation humaine, donc ça va, ça vient. Il y a des hauts et des bas. Mais et en ce moment, vous êtes de quel niveau? Haut ou en bas? Non, ça va. On a notre vitesse de croisière, donc ça va, il n'y a pas de... Et comment il se porte, Monsieur Tshisekedi? Le leader va très bien. Il va Monsieur mieux, va il bien, revient de mieux en quand mieux. exactement? Je pense qu'à l'occasion du dialogue, il sera là. En fait, c'est ce que lui a promis de faire. Donc, dès que la date du dialogue est fixée, je crois qu'il va se préparer à rentrer au pays. Donc ça va, il va très bien, il a repris le travail, il entreprend des contacts politiques avec non seulement des Congolais, mais aussi des étrangers. Donc ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Monsieur Tshisekedi, depuis plusieurs années, justement, l'histoire de la République démocratique du Congo nous rappelle que ce pays a été marqué par plusieurs sortes de types de crises politiques à répétition. D'après vous, quelles sont les vraies causes de ces crises politiques? Les causes sont politiques, évidemment, comme vous le dites. Les causes sont politiques. Et les causes de cette crise sont d'ailleurs la raison pour laquelle l'UDPS est née. Nous avons connu des pouvoirs forts, pour ne pas dire des dictatures, qui se sont accaparés du pouvoir et même dans la gestion du pays ont très mal réparti la richesse. Et Dieu sait combien ce pays est riche, ont très mal réparti la richesse de ce pays. Donc pauvreté plus crise politique font que nous sommes embourbés dans des problèmes. Voilà. Alors, donc pour en sortir, il faut régler la crise politique par un état de droit, un état qui assure les droits et les libertés à tous ses citoyens, et un état qui respecte la loi fondamentale, donc la Constitution, et donc ensuite aussi la bonne gouvernance, parce que ceux qui vont être portés par la population au pouvoir suprême doivent rendre le service pour lequel ils sont là, c'est-à-dire défendre les intérêts de la population. Alors, vous venez de dire tout à l'heure que l'UDPS est né suite justement à ces différentes crises politiques, justement en vue d'instaurer un état de droit. Le président de votre parti politique a commencé à lutter depuis plusieurs années. Finalement, vous, personnellement, vous avez été élu en 2011, mais vous n'avez pas participé dans cette législature. Vous n'êtes pas allé à l'Assemblée nationale et tout, à cause de vos positions radicales. Finalement, est-ce que vous avez obtenu gain des causes de toute votre lutte pendant toutes ces différentes années? Oui, moi, je pense, madame, que l'UDPS a obtenu énormément de victoires durant son parcours, mais malheureusement, comme l'objectif final était d'arriver à l'instauration d'un état de droit, nous avons oublié de célébrer nos victoires. Nous pensions à chaque fois qu'on remportait une victoire, que la lutte continuait. Donc on n'avait pas le temps de s'arrêter et de la célébrer. J'en veux pour exemple, par rapport à ce que je dis, le discours du maréchal Mobutu le 24 avril 1990. Vous savez, nous qui étions dans le combat déjà,
à ce moment-là, on entendait le défunt maréchal jurer par tous ses dieux qu'il n'y aurait jamais dans ce pays un deuxième parti. Hein, donc, et 8 ans après la création de l'UDPS, le même maréchal Mobutu reconnaît le multipartisme. C'est une victoire énorme. On a tué des gens dans ce pays uniquement parce qu'ils portaient des cravates ou parce qu'ils se faisaient appeler par les anciens, les prénoms, leurs prénoms de baptême, à consonance chrétienne. Et donc, nous avons remporté ce genre de victoire, mais toujours en oubliant de les célébrer. Alors, en oubliant de les célébrer. L'UDPS a un parcours très riche. Très riche, mais l'objectif principal d'un parti politique qui reste justement arriver au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Mais l'UDPS a toujours refusé, c'est peut-être pour ça qu'on l'a taxé de radicaliste, mais non, l'UDPS a toujours refusé d'aller au pouvoir pour le pouvoir. Si nous nous sommes battus, si nous avons offert tant de sacrifices dans cette lutte, c'est uniquement pour que nous arrivions à un état de droit, un état où les droits et les libertés, comme je vous le disais tout à l'heure, sont assurés, garantis à tous, un état qui est au service de ses compatriotes et non l'inverse. Voilà. Et tant que le contexte n'était pas celui que nous pensions être idéal, eh bien, pour nous, la lutte devait continuer pour arriver à cette situation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup avancé. On parle au Congo aujourd'hui d'élections, ce qui ne se faisait pas, même après les années, au début des années 90. On est rentré ce que vous avez toujours contesté aussi, hein, depuis un certain moment. Nous sommes rentrés dans une conférence nationale dont le but était justement d'assurer une période de transition qui allait nous mener à des élections. Ça n'a jamais eu lieu. Puis l'AFDEL a amené sa cohorte de désordre et de désolation que nous payons d'ailleurs jusqu'à ce jour. Et puis il y a eu les guerres, malheureusement, beaucoup de pertes en vies humaines. Enfin, le dialogue, et voilà encore une des victoires de l'UDPS, le dialogue intercongolais. Je me souviens qu'au début des années 2000, lorsque notre leader a parcouru le monde, on l'accompagnait dans certaines rencontres, on se moquait, à la limite, on se moquait de lui, en pensant qu'il était vraiment dans l'illusion de croire que c'était encore possible d'avoir un dialogue entre Congolais alors que le pays était morcelé. Eh bien, c'est une victoire de l'UDPS. Ensuite, quand on arrive au dialogue, souvenez-vous, il y a eu certains de nos compatriotes qui ont quitté la table des négociations, qui ont formé ce qu'ils ont appelé le camp de la patrie. Ben, l'UDPS s'est de nouveau impliqué. Il a appelé les autres forces politiques qui étaient d'accord pour la reprise du dialogue à se mettre ensemble. Et nous sommes revenus autour de la table grâce principalement ici aux efforts de l'UDPS. Et il y avait aussi, rendons-lui hommage en passant, la participation de M. Raphaël Katebe Katoto qui, avec nous, avait formé l'ASD et le RCD ensemble. À l'époque. Et nous avons impulsé une dynamique diplomatique qui a ramené tout le monde autour de la table. On a conclu par l'accord global et inclusif. Et vous c'est un peu de la nostalgie. L'UDPS a encore été victime et écarté de la transition implicite. Là, vous êtes en train de... Oui, là vous êtes en train de... Nous sommes au service de la lutte pour un état de droit. Mais justement, là vous êtes en train d'élaborer l'UDPS nostalgique. Est-ce qu'aujourd'hui l'UDPS d'hier a la même envergure que l'UDPS d'aujourd'hui, la force d'attraction de la population, etc. Aujourd'hui, est-ce que ça reste le même? Pourquoi pas, madame? Pourquoi est-ce que vous contesteriez ça? C'est une question. Moi, à mon niveau, qui ne suis même pas le leader de ce parti, je viens de parcourir 5 provinces en fin de l'année dernière et cette année. Donc, plus récemment encore, au mois d'avril, j'ai fait les 2 provinces du Kivu. L'accueil qui a été réservé à notre délégation, je peux vous dire qu'elle était... Elle démontrait que l'UDPS est un parti implanté dans toute la République. Donc, et ça, je vous parle d'il y a quelques mois. Donc, je n'ai pas de raison de penser que l'UDPS a perdu son envergure. Loin de là. Alors aujourd'hui, avec la position que vous optez, justement le dialogue, on va en parler finalement, est-ce que l'UDPS aujourd'hui est un parti politique qui suit la ligne directrice donnée par son président ou qui suit le besoin fondamental justement de sa base? Vous savez, un parti politique, bon, d'abord l'UDPS est un parti de masse, qui a une élite certes, mais c'est un parti de masse donc qui est à l'écoute de la masse. Parce que le combat que nous avons commencé, comme vous le dites, c'était pour les droits
et les libertés de cette masse. Donc forcément, nous sommes à l'écoute de la masse, mais un parti politique est organisé de telle sorte qu'il y ait un leader qui soit celui qui conduit la démarche, et la masse a le devoir de le soutenir. L'avantage qu'il y a à l'UDPS, c'est que le débat est permis. Contrairement à beaucoup d'autres partis ici, au Congo, chez nous, le débat est permis. On a le droit de discuter et de dire ce qu'on veut, évidemment, dans le respect des règles de hiérarchie du parti. Parfois, ça ne se passe pas comme ça, disons-le clairement, et c'est dommage. Vous êtes sûr vraiment qu'il y a la liberté au sein de votre parti? Monsieur Tshisekedi, apparemment, la réalité pose problème, là. Rentre en contradiction, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs c'est ça la liberté. Très bien. Mais les contradictions, ça veut dire qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. C'est pas parce que si on dit ce qu'on veut, vous ne le chassez pas à l'UDPS. C'est pas comme ça que vous fonctionnez, comme le pensent certains. Non. D'abord, à l'UDPS, nous avons cette habitude de dire auto-exclusion. Donc, on ne chasse pas de... Oui, c'est arrivé peut-être dans l'histoire, mais la plupart de ceux qui se sont éloignés de l'UDPS ou qui l'ont quitté sont ceux qui ont pris d'autres orientations. Peut-être qu'ils ont été déçus, monsieur Tshisekedi. Oui, c'est possible, sûrement d'ailleurs. Parce que quand on prend une autre orientation, ça veut dire qu'il y a soit de la déception, soit une divergence de vue. Donc on préfère alors aller dans un autre sens. Oui, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je vous parle de liberté. Mais finalement, le secrétaire national chargé des relations extérieures, jamais on le suspend ou on le vire et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Félix Tshisekedi, il est toujours là à son poste, mais on a connu ceux-là aussi qui se sont battus très très durement pour l'UDPS, qui sont partis, et vous, parce que vous êtes un élève discipliné plus que les autres, c'est bien cela. Je ne suis pas le seul à être discipliné, mais vous dites ils sont partis, vous le dites, donc on ne les a pas chassés. Si on choisit de partir, l'UDPS c'est un parti d'adhésion libre, donc on y entre librement et on en sort librement. Donc c'est comme ça pour tout le monde. Il n'y a pas de régime spécial. Qu'est-ce qui est arrivé à votre secrétaire général qui s'est battu très durement pendant la campagne 2011? On va se souvenir de ce moment. Monsieur Jacquemin Chabani, qu'est-ce qui lui est arrivé à lui? Oui, à l'UDPS. Il est parti de lui-même ou on l'a fait partir? Non, il a été sanctionné par le président et voilà. Donc, et Albert Moleka? Il est parti de lui-même. Ah oui, lui, il est parti de lui-même. Je crois que j'ai dû lire quelque part qu'il a annoncé son départ de l'UDPS. C'est son droit. Mais Félix Tshisekedi est toujours là. Oui, et bien là. Pourquoi? Parce que ce parti, je le porte dans mon cœur. Je l'ai vu naître quand ce parti est né en 1982. J'avais 19 ans, je suis né en 1963. Et donc, j'ai passé toutes les péripéties dans ce parti. J'ai souffert pour lui. J'étais envoyé au village, dans un lieu où on ne pouvait ni aller à l'école, ni aller en soins de santé. J'ai connu les résidences surveillées, les arrestations, les tortures que subissait mon père, aussi indirectement des tortures morales pour moi aussi, et pour tout le reste de la famille. On a souffert pour ce parti, on y a donné du nôtre, et donc on n'abandonne pas quelque chose pour lequel on a tant souffert. C'est comme un enfant que vous mettez au monde. Vous ne le jetez pas, même s'il a des défauts, vous ne le jetez pas. Vous vous battez pour que cet enfant retrouve le droit chemin. Et donc je sais qu'à l'UDPS, il y a des problèmes, mais comme dans toute organisation humaine. Et donc c'est normal, on va se battre pour régler ces problèmes. Non, contrairement aux langues qui se délient, la fraternité. Contrairement à toutes ces langues qui se délient, parlons justement de la place favorisée que vous avez au sein de l'UDPS. Vous avez connu aussi les hauts et les bas, comme vous venez de le dire, même si vous n'en parlez pas beaucoup. Je me demande qu'est-ce que c'est que d'être privilégié. Comme je vous l'ai dit, je suis né dans l'UDPS, donc moi j'ai commencé à comprendre la politique parce que j'avais un père homme politique, mais aussi parce que j'étais majeur au moment où l'UDPS se crée, j'avais 19 ans. J'allais sur mes 19 ans. Ensuite, j'ai vu tous nos aînés, nos papas, les fondateurs et ceux des jeunes Turcs qui les appuyaient. Je les ai vus commencer, on s'est battus ensemble, ici d'abord, puis on a dû s'exiler, nous les enfants, parce que ça devenait insupportable de se concentrer sur quoi que ce soit. Les parents donc nous ont envoyés en exil en Europe, et là on n'a pas baissé les bras, on a continué le combat. Et en 1993,
j'ai enfin entamé, enfin, pour la première fois, des fonctions officielles. Donc j'ai été élu de manière tout à fait normale à la cellule de Leuven, Louvain, en Belgique. Et puis j'ai ainsi évolué. Après quelques années, les amis étaient contents de ma prestation. Ils m'ont proposé à la fédération. À l'époque, c'était la fédération de Belgique-Luxembourg, où j'y suis resté pour au moins 2 mandats, non plus de 10 ans. Et enfin, le président a daigné si seulement ces gens-là connaissaient votre parcours, peut-être qu'ils allaient moins parler, monsieur. Mais je ne dois pas le brandir. Vous savez, moi je crois que dans la vie, il faut respecter les gens. Très bien. Le débat que nous avons aujourd'hui de qui est entré avant à l'UDPS, qui a le droit, mais c'est un débat qui dans 100 ans, si l'UDPS continue d'exister, n'aura pas lieu. Parce qu'à ce moment-là, ils ne vont pas se demander qui est arrivé avant. Il y aura eu 100 ans d'histoire. Donc je crois moi, dans la vie, j'ai appris cela de mes parents, à respecter les gens. Même la plus petite personne qui soit, de moindre importance qu'elle est, il faut respecter les gens. Donc vous ne m'entendrez jamais dédaigner quelqu'un à l'UDPS, dire que parce que je suis le fils du président, donc lui n'a rien à dire, etc. Prenez des informations, vous verrez, on vous le dira. Je suis un homme, oui, qui a ses défauts, mais qui a parmi ses qualités, la tolérance, le respect. Le respect à la fois de la hiérarchie, des aînés, mais aussi des textes du parti. Donc jamais on ne me prendra en flagrant délit de violation des textes du parti. Est-ce qu'aujourd'hui vous reconnaissez quand même il y a déchirure au sein de l'UDPS, il y a beaucoup d'aigris dans votre parti, il y a plusieurs divergences de points de vue. Finalement, où est-ce que vous allez atterrir, M. Félix Tshisekedi? Vous savez, l'une des forces d'un homme politique, c'est de savoir s'élever, de rester objectif malgré les divergences, les remous qu'il y a. Or, c'est ça la faiblesse que j'ai souvent remarqué ici en politique congolaise. Ça, je l'ai remarqué, et c'est l'avantage que nous avons, nous qui vivons, qui avons évolué à l'extérieur, qui avons eu une certaine culture en plus de celle qui est la nôtre ici. Je remarque, et je le reproche souvent d'ailleurs à mes amis du parti, que lorsqu'on a des divergences de vues, très vite on transforme ça en inimitié. Et pourtant, les divergences de vues peuvent être transformées en richesse. Parce que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Donc, et ça, je le vois, c'est pas seulement inhérent à l'UDP, c'est faux, hein, c'est partout. Et même par rapport à ce régime, il suffit, on l'a vu, il y a des députés en pleine fonction qui ont critiqué ce régime, qui ont critiqué M. Kabila, et qui se sont retrouvés immédiatement en prison, hein, sans passer même par la case, comment on dit, immunité levée, etc. Rien du tout. C'est le déficit de la culture des divergences aujourd'hui dans la classe politique. C'est ça, c'est pour ça que l'UDPS se bat aussi, vous comprenez? C'est pour ces libertés, le droit de... Évidemment, dans le respect. L'UDPS se bat. Est-ce que l'UDPS est un exemple aujourd'hui? L'UDPS donne exemple. Oui, nous sommes un exemple dans la mesure où ce débat existe d'accepter quelqu'un qui contredit Étienne Tshisekedi. Absolument, absolument. Mais c'est déjà arrivé, ne vous en faites pas, c'est déjà arrivé. Mais seulement, c'est ça que je vous dis. Le problème avec le Congolais en particulier, ici je ne veux pas parler des autres Africains, je ne connais pas, je ne sais pas très bien. Mais le problème avec le Congolais, c'est que quand on veut dire une différence de point de vue, c'est en Afrique. C'est possible. Non, mais ailleurs en Afrique, ça se passe bien quand même. Quand on veut marquer une différence, on veut marquer une différence avec quelqu'un, on pense qu'il faut devenir son ennemi. Il faut faire des choses par des coups bas. Il faut faire des coups tordus, etc. Non, moi je crois qu'il y a moyen de regarder quelqu'un en face quand on n'est pas d'accord avec lui et de lui dire que je ne suis pas d'accord pour tel principe, et ensuite de sortir, d'aller prendre le verre ou le repas ensemble. C'est possible ça. Et c'est pour ça que nous, on est au parti pour faire passer ce genre de message. Nous avons le droit d'avoir des divergences de vues, mais cela doit se faire dans le respect de l'autre et aussi, surtout, dans le respect de la hiérarchie. Alors, je vous donne un exemple. Moi, il y a récemment, j'ai eu une divergence de vue avec mon chef direct, le secrétaire général, Bruno Mavungu, au sujet des candidatures à déposer au provincial. Mais
je suis resté dans le respect. Je n'ai jamais dit un mot de travers. Il reste mon responsable. Lui, il n'a pas un tout petit peu peur de vous parce que vous êtes le fils. Il ne va pas avoir peur de vous. Donc voilà, il n'a pas peur. C'est ça qu'il faut combattre. C'est ça qu'il faut combattre parce que c'est vrai, des fois, pas envers Bruno Mavungu qui, lui, est le chef, on ne le conteste pas, mais des fois je le ressens. Je sens que mais on le permet parce que je suis le fils d'eux. Donc, or, c'est pas pour ça que nous on s'est battus. C'est une culture qu'il faut bannir. Hein. Mais elle existe, je vous rassure, elle existe aussi en Europe. Hein. Donc, c'est un problème peut-être humain. C'est un problème humain. C'est peut-être humain. Alors, mais ça gêne ceux qui mais justement, Monsieur Félix Tshisekedi, vous n'étiez pas là. Hein. Il faudrait dire que c'est en exclusivité que vous m'accordez cette interview. Vous n'étiez pas là, vous veniez d'arriver. Vous savez très bien ce qui se passe en Europe ces derniers temps, justement suite à la position donnée par le président de l'UDPS, Monsieur Etienne Tshisekedi, qui est d'accord pour dialoguer finalement avec le président Kabila. Il y a eu séparation, il y a eu éclatement. Aujourd'hui, le mouvement des Congolais qu'on appelle combattants aujourd'hui sont en confrontation. Il y a eu certains qui se battent, il y a certains qui s'insultent. La dernière vidéo que j'ai regardée, il y a eu quand même un monsieur qui s'est levé pour dénoncer pourquoi est-ce qu'on doit contredire monsieur Etienne Tshisekedi aujourd'hui et que les Baluba devaient attaquer les Bangala. J'espère que finalement, monsieur Tshisekedi lui-même est au courant de cela. Qu'est-ce qu'il fait pour apaiser les esprits? D'abord cette question et puis on va développer. Je crois que, évidemment, ce que vous dites est regrettable. Donc, lorsqu'une communauté se divise, c'est toujours regrettable. Mais ne ramenez surtout pas ça, d'abord, pas à l'UDPS, parce que les combattants n'ont jamais été de l'UDPS. C'est un mouvement qui s'est pris de sympathie pour le président Etienne Tshisekedi, sa candidature. En fait, c'est un mouvement qui a rejeté le régime Kabila, qui voulait le changement. Donc, il a trouvé en Tshisekedi l'incarnation de ce changement. Donc, ce n'est pas. Et sa position, son côté radical aussi, il faudrait le dire. Et ensuite, il faut aussi savoir que ce n'est pas une question de divergence. La divergence, c'est du maquillage, parce qu'on a le droit d'avoir des divergences. Vous vous souvenez, c'était l'année passée encore, lorsque nous avions eu une série de rencontres avec les envoyés spéciaux de la communauté internationale, on nous faisait le procès, nous, c'est-à-dire le secrétaire général Bruno Mavungu et moi, d'avoir scellé une alliance avec, entre autres, M. Vital Kamerhe et son UNC, ce qui n'était pas vrai d'ailleurs, parce qu'on était dans la dynamique de ce dialogue depuis lors. D'abord, une parenthèse, quelles sont vos relations aujourd'hui avec Vital Kamerhe avant de continuer? Ne me perdez pas, s'il vous plaît. Ok, on va y revenir. Donc, vous voyez, mais ça se faisait dans le débat. Très bien. Il n'y avait pas d'injure, il n'y avait rien du tout. On discutait. Écoutez, c'est pas une alliance, c'est une convergence de vues vers le dialogue parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut, etc. Donc, on a eu ce débat. Mais curieusement, aujourd'hui, qu'on continue de parler de dialogue, vous voyez que ça change d'allure, ça devient autre. Non, ces combattants sont manipulés. Il faut le savoir. Et ils sont manipulés par un certain monsieur un homme du passé. C'est qui ce monsieur? Monsieur Ngwanda, c'est bien cela. Je n'ai même pas envie Honoré Ngwanda, oui, allez-y. lui faire l'honneur de citer son nom. Allez-y. C'est ce monsieur qui manipule les combattants du passé, qui est totalement déconnecté, qui est en mal de positionnement, qui pourtant a énormément de sang sur les mains, qui a une des responsabilités historiques de l'échec du régime défait, le régime Mobutu, qui pouvait encore même jusqu'en dernière minute sauver les meubles et empêcher à cet AFDL de venir avec son lot de malheurs comme on sait. C'est ce monsieur qui aujourd'hui essaye de se repositionner, d'exister, alors qu'il n'a jamais été un homme politique. Mais est-ce que vous pensez que Honoré Ngwanda est capable de manipuler les grandes personnes comme les combattants? Ils sont quand même. C'est un homme qui n'a jamais été un politique, c'est un tortionnaire de formation et de service. Et donc, c'est à cause de cet homme qui est un manipulateur né, qui a d'ailleurs appris cet art de la manipulation de l'opinion, etc. Et c'est lui, c'est cet homme qui a pris une frange. Parce qu'attention, c'est des grandes personnes, ces combattants-là, qui croient en Ngwanda. C'est pas peut-être M. Honoré Ngwanda qui les manipule, peut-être qu'ils croient en sa conviction, ils sont convaincus. Mais vous verrez, mais c'est une poignée de gens, hein, c'est même pas... c'est une poignée de gens qui...
enfin, ils représentent pas grand-chose dans la communauté qui ont l'éducation angolaise, qu'ils ont, parce que bon, il faut aussi voir les prestations et leurs envolées les insultes oratoires. surgissent de partout. Hein. Donc, je veux dire... du camp Tshisekedi et du camp attendez, Rwanda, ça donc, surgit ce sont ces gens-là, ça, ce sont ces gens qui s'adonnent facilement à ces choses. Mais c'est une poignée de gens qui fait évidemment du bruit et qui fait croire que c'est une opinion. Non, je reviens d'Europe, je peux vous le dire, tout est calme, il n'y a aucun problème. Il y a les pro-dialogues et les anti, et les discussions se passent comme tout à ici, fait d'ailleurs. librement. Et voilà, c'est ça, je vous ai dit, c'est ça qui fait la richesse d'une opinion. Donc il faut qu'on ait comme ça le droit de penser à ce qu'on veut, tant que c'est dans le respect de l'autre, il n'y a aucun problème. Avant de Mais quand continuer, on amène de la manipulation des relents tribaux aujourd'hui, dans le Congo d'aujourd'hui, qui se veut uni, qui est uni d'ailleurs, pour la cohésion nationale. Voilà. Dans un Congo pareil, vous avez des gens qui reviennent avec des relents tribaux en faisant croire que la position du dialogue, ce ne sont que les Louba du Kasaï qui y pensent, alors que c'est totalement faux. Vous le savez que c'est totalement faux. Et que eux étaient... mais non, c'est totalement... Alors on utilise des bons hommes qui ne comprennent pas grand-chose. Oui, mais monsieur Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, il ne faudrait pas aussi le condamner. Il y a eu plusieurs personnes, plusieurs combattants de grande envergure qui ont suivi monsieur Etienne Tshisekedi par rapport à sa position aussi radicale. Monsieur Tshisekedi qui n'a jamais accepté le président de la République, qui n'a jamais admis que le président de la République a été élu, qui ne reconnaît même pas sa légitimité. Finalement, il va dialoguer avec lui. Eh bien, c'est quand même normal qu'il soit déçu. Cette masse de personnes que vous considérez de poignée. Oui, d'accord. Oui. Vous savez, madame, quand on fait de la politique, on doit savoir qu'en politique, les positions ne sont pas figées. Les positions évoluent en fonction des données, voilà, des données du moment, de la conjoncture. Il est vrai que nous avions dit en son temps, et nous continuons de le dire, pour nous, à nos yeux. Ce n'est pas de l'inconstance, mais c'est le dynamisme. Monsieur Joseph Kabila, à nos yeux, n'a jamais été élu par les Congolais. Notre victoire nous a été usurpée. Vous persistez là-dessus. Nous continuons de le dire. Mais il s'est fait qu'il est là. C'est un fait. Il est là. Et quand les représentants de la communauté internationale viennent au Congo, ils le voient et ils nous voient. Donc c'est clair qu'il est quelque part pris en compte. Mais en même temps, à côté de ça, il y a le Congo qu'il faut gérer. Il y a l'avenir de ce pays. Et on ne peut pas hypothéquer l'avenir de ce pays rien que sur des problèmes d'humeur. M. Kabila a pris le pouvoir par la force en 2011 et vous avez vu qu'il a eu du mal à gérer ce pouvoir. Nous pensons que nous avons gagné les élections en 2011, mais vous voyez que nous avons du mal à accéder à l'effectivité du pouvoir. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, quand on est des hommes politiques responsables, qu'on a en point de mire le souci les intérêts plutôt des Congolais, on doit savoir mettre de l'eau dans son vin. Et le dialogue, c'est une façon pour nous de mettre de l'eau dans notre vin. Ce n'est pas du tout une faiblesse, c'est une façon pour nous de mettre de l'eau dans notre vin, pas pour faire allégeance à Kabila, loin de là, je vous le certifie, mais pour faire avancer le Congo. Et c'est ça qui doit être notre mission, de faire avancer le Congo. Donc voilà. Ceux-là qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ont cru au radicalisme de M. Etienne Tshisekedi, qui sont partis, qui sont déçus, mais pas seulement ceux-là qui sont en Europe ou ici en République, il faudrait dire... Les mots radicalisme, extrémisme et tout ça, ce sont des mots. Moi je dis réalisme. C'est ce mot-là qui doit nous conduire, nous guider tous les jours. Il y a les réalités ici. Quand moi je sors le matin de chez moi, je rencontre la misère à la porte. Et cette misère n'attend pas le radicalisme de Tshisekedi. Très bien. Vous voyez? Donc cette misère, elle demande à être réglée. Cette misère, elle demande à être dissipée. Et pour ça, il y a des problèmes politiques qui empêchent ces hommes et ces femmes d'envoyer décemment leurs enfants à l'école, de pouvoir les faire soigner, d'avoir du travail décent et bien rémunéré, etc. Donc tout ça, ce sont nos soucis du quotidien qu'on ne doit pas ramener aux humeurs ou aux positions politiques d'un individu ou d'un groupe d'individus. C'est le Congo qui est en jeu ici. Nous devons, en tant que Congolais, trouver des solutions pour notre pays. Et ces solutions, nous pensons qu'elles passent par le dialogue. Un dialogue entre hommes, se regarde. Bon, je ne sais pas que j'exclus les femmes, c'est un terme quand on dit entre hommes. Se regarder les yeux dans les yeux et se dire ce qui ne va pas et essayer d'avancer
pour le Congo. Très bien, il faudrait dire quand même la position finale de l'UDPS d'accepter le dialogue a étonné plus d'un qui regardait Tshisekedi dans ce radicalisme-là. Non, madame, je corrige tout de suite. Nous avons accédé à cette position. Comme je vous l'ai dit ici, je crois que je l'ai évoqué à un moment donné, il y a eu l'année passée des rencontres, pas avec seulement l'UDPS, mais avec toute la classe politique, enfin, prise, choisie sur les critères que eux considéraient, ces représentants de la communauté internationale considéraient comme objectifs. Donc, ils sont venus nous rencontrer. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec les envoyés spéciaux. À un moment, d'ailleurs, tout au début, il y avait les représentants du camp Kabila qui sont partis après que leur chef ait tensé les diplomates, d'avoir pris langue avec une certaine opposition, etc. Mais on n'a pas... Ils ont fait fi de ces grimaces et ils ont continué. Nous avons continué. Et c'est là que nous avons été convaincus que le dialogue est un passage obligé. C'est ça la politique, je vous ai dit, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Il faut évoluer. Et nous avons compris que avec la communauté internationale et l'implication de tous les acteurs politiques qui comptent dans ce pays, nous pouvons arriver à une solution. Et donc débloquer cette crise qui frappe en premier les Congolais. Parce que nous autres ici, c'est vrai que nous ne roulons pas sur l'or, mais bon, moi je ne peux pas me plaindre de mourir de faim. Mais il y a des gens dans ce pays qui ne mangent pas, des enfants. Et ça, c'est inacceptable. Alors, monsieur Félix Tshisekedi, l'une des raisons principales, d'ailleurs, c'est la raison fondamentale que ces personnes qui sont des anti-dialogues avancent, c'est le fait qu'en 2016, selon la Constitution, il doit y avoir élection. Est-ce qu'il y a nécessité de dialoguer? Est-ce que vous avez fixer les esprits par rapport à cette préoccupation quand même? Ben, nous le faisons, c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs. J'ai bousculé mon programme à votre invitation pour essayer d'être là. Je vous ai dit que j'enterre un ami tout à l'heure, donc je viens quand même parce que je crois que le Congo et les Congolais ont le droit qu'on se sacrifie parfois. Est-ce qu'il y a nécessité? Donc je crois que le dialogue est nécessaire en ce moment, maintenant encore plus que jamais. Parce que je viens d'entendre ce matin avant d'arriver le rapport, on va appeler ça comme ça, de celui du rapporteur de la CENI, qui est très alarmant et qui tourne d'ailleurs en dérision la thèse de nos amis de l'opposition, nos autres amis qui sont contre le dialogue, qui parlaient de tripartite, et il démontre très bien que la tripartite, à elle seule, ne suffira pas pour prendre les engagements qu'il faut. Donc il faut maintenant se dire les choses en face, arrêter de faire du positionnement et venir autour d'une table de négociation. Non pas pour aller renforcer le pouvoir de Kabila ou lui permettre de glisser. Ce n'est pas nous de l'UDPS qui avons été volés dans notre victoire qui pouvons aller faire ce genre de choses. Nous, à l'UDPS, nous allons au dialogue pour reprendre les choses en main en tant que Congolais, parce qu'on sent que ce pays n'est plus dans les mains de Congolais. Le dialogue va nous permettre de remettre le pays sur les rails, de permettre à M. Kabila de partir avec les honneurs, avec les garanties qu'on peut lui offrir dans sa vie après la présidence, et d'organiser une alternance que les Congolais vont piloter en désignant de nouveaux dirigeants qui vont conduire pendant 5 ans ce pays. Voilà pourquoi nous voulons du dialogue. Et aujourd'hui, il n'y a aucun cadre dans les institutions qui puisse permettre ce genre de rencontre et de lever ces options. Nous avons encore une chance formidable, c'est celle d'avoir la disponibilité de la communauté internationale qui offre ses bons offices. Donc ça peut rassurer les uns et les autres. Du côté pouvoir, les bons offices? Je vous dis que nous sommes en train d'avancer. Je crois que du côté du pouvoir, ils ont compris aussi la nécessité de la présence internationale. Vous ne pouvez pas... Dans l'esprit de l'accord cadre. Vous ne pouvez pas laisser l'international loin de nous, dans la mesure où déjà, ne fût-ce que pour l'appui logistique dans l'organisation des scrutins électoraux dans ce pays, la MONUSCO y est pour beaucoup. Donc, ce serait aberrant, totalement illusoire de penser qu'on peut faire un dialogue sans impliquer la communauté internationale. Est-ce que le camp Kabila accepte, le camp du président de la République accepte ça? Celle-ci promet même de financer les élections à condition qu'on ne s'en tienne qu'aux législatives, aux présidentielles. Donc, c'est un apport considérable et nous disons merci à cette communauté internationale, mais qu'elle s'arrête pas là, qu'elle nous accompagne
dans ce que nous allons faire. Merci à la communauté internationale. Vous n'allez pas dialoguer options. seul, monsieur Félix Tshisekedi. Vous allez dialoguer avec le camp Kabila. Est-ce que le camp Kabila accepte les bons offices, justement, internationaux que vous avez? Nous sommes entre, je vous dis, nous sommes entre Congolais. Nous aimons notre pays, je suppose que c'est le cas aussi pour eux. Donc, nous sommes en train d'avancer. Il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup d'avancées. Je crois que vous avez parlé d'un pré-dialogue. En fait, je dirais ce sont des contacts. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Gardez ça encore, s'il vous plaît. Tout laisse croire que nous allons avancer. Monsieur Félix Tshisekedi, vous avez dit que vous avez suivi le rapporteur de la Commission internationale indépendante. Aujourd'hui, à nécessité, vous êtes en train de parler de votre victoire qui aurait été volée par monsieur le président de la République, Joseph Kabila, et tout. Et puis, vous dites que c'est important aujourd'hui de dialoguer. Vous n'allez pas permettre au président de la République de pouvoir à bénéficier d'une période de transition. Aujourd'hui, devant le peuple congolais, devant tous les téléspectateurs, vous prenez l'engagement aujourd'hui, si vous acceptez d'aller dialoguer avec le président de la République. En 2016, comme le dit la Constitution, Joseph Kabila partira et qu'il n'y aura pas une période de transition et qu'il n'y aura pas de glissement. Vous prenez cet engagement et si seulement aujourd'hui vous dialoguez avec le président Kabila, il y a glissement ou il y a transition, qu'est-ce que le peuple congolais doit vous faire? Je voudrais que vous puissiez regarder la caméra parce que là, c'est très sérieux, monsieur. Regardez la caméra ou vous, peu importe. Allez-y. Vous savez, avant de répondre à votre question, il faut que je dise d'abord une chose. Vous savez, moi, les mots-clés me font souvent peur parce que ils ont souvent de l'influence sur le comportement des gens. Il faut s'en méfier. Je me souviens qu'en 2005, j'étais dans les rues de Kinshasa. D'ailleurs, j'ai risqué de me faire abattre aussi parce que nous étions dans une manifestation. À l'époque, nous disions tout doit s'arrêter. Le 1+4 doit s'arrêter parce qu'ils n'avaient respecté aucun des prescrits de l'accord global et inclusif signé en Afrique du Sud. Donc nous avions dit tout doit s'arrêter. La pression est montée et le pouvoir a organisé une fiction. Vous vous souvenez, il y a eu le phénomène Katakata, on découvrait des cadavres dans des coins de rue. C'était le pouvoir qui l'avait organisé. C'était organisé, tout Encore le monde le sait. On allait chercher des cadavres d'accidentés à la morgue, on les plaçait dans des coins de rue pour faire... Avez-vous des preuves de ces affirmations? Pour jeter l'effroi. Oui, mais attendez, je vais vous dire. Souvenez-vous, on a parlé de la disparition des machettes de marque Tramontina, des rayons des magasins. Voilà. Donc la pression est tellement montée, tout le monde... Et à ce moment, souvenez-vous, la communauté internationale nous accompagnait déjà avec le CIAT. Et tout le monde s'est dit dans la communauté internationale, il faut absolument arrêter ça. C'est ainsi qu'on a maté une manifestation qui se voulait pacifique, celle du 30 juin. Je vous dis, j'étais dans les rues de Kinshasa, elle se voulait pacifique, mais aussi symbolique. Il fallait tout arrêter parce qu'on était totalement à côté par rapport à ce qu'on s'était convenu dans l'accord cadre à Pretoria en Afrique du Sud. On n'a pas voulu nous entendre, nous avons été matés, nous reconnaissons, et aujourd'hui, nous avons les conséquences. En 2006, il y a eu des élections, tout le monde sait ce qui s'est passé, il y a eu 2 guerres dans la ville de Kinshasa et des centaines de morts, dont d'ailleurs, pour la petite histoire, on n'a jamais établi les responsabilités. En 2011, toujours à cause du fait qu'on n'avait pas écouté l'UDPS pendant cette période de transition 1+4, en 2011, il y a eu des morts avant, pendant et après le processus électoral. Est-ce que nous devons continuer comme ça? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que un rendez-vous qui se veut festif, qui se veut une victoire pour le peuple, c'est-à-dire les élections, le rendez-vous aux urnes, doit devenir un moment de deuil pour la République? C'est inacceptable. Quand on est un homme politique responsable, on s'élève au-dessus de ses sentiments personnels et on prend des décisions même si celles-ci ne sont pas populaires. Et c'est le cas, c'est pour ça que nous acceptons la contradiction. Nous acceptons que les gens disent qu'ils ne sont pas pour le dialogue. Mais alors il faut argumenter. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas pour le dialogue, qu'est-ce que vous proposez d'autre? Parce qu'ici, nous sommes pour le dialogue, parce que ne fût-ce que par rapport à ce processus électoral qui est totalement biaisé, c'est impossible d'aller à des élections apaisées et crédibles en 2016. Et donc, nous risquons de replanter le décor de 2011 et de 2006. Nous disons non. Il faut aller au dialogue, même si ça passe par devoir discuter avec des gens que nous rendons responsables du hold-up électoral de 2011. On va
le faire. C'est Oui. Maintenant, un sacrifice. Vous répondez à la question, s'il vous plaît, à nous la question allons principale. Alors, vous prenez l'engagement. Si le président Kabila puisque vous avez entendu, glisse. et c'est pour ça que je parlais des mots. J'ai parlé de tout doit s'arrêter. Il faut faire attention aussi avec glissement. Pourquoi je dis il faut faire attention avec glissement? Et je dis ici tout de suite que le dialogue, dès le départ, nous le fixons et nous le disons à nos interlocuteurs, il n'est pas question de déborder des délais constitutionnels. Pas question, je le martèle ici. Pas question de dépasser 2016. Il n'est pas question de déborder des délais constitutionnels. Pour nous, tout doit se faire dans le respect des délais constitutionnels. Maintenant, je pose la question à ceux qui nous écoutent, à vous, à tout le monde. Si, techniquement, parce que ça aussi, ça doit nous être démontré. Nous avons des experts en matière électorale. Ils ont des experts en matière électorale. La communauté internationale a des experts en matière électorale. Si tous, cet ensemble d'experts, nous démontrent que c'est impossible d'avoir des élections avant ou à l'échéance de novembre 2016, qu'est-ce qu'on fait? Voilà pourquoi le dialogue doit se tenir. On a tout compris, vous comprenez? Monsieur Félix Tshisekedi. Non, vous n'avez rien compris. Attendez, vous n'avez rien compris. On a compris, je pense que vous avez répondu. N'essayez pas de tourner en dérision. Ce que je dis, c'est très sérieux. Oui, c'est sérieux. J'insiste, je ne suis pas pour le glissement. Mais maintenant, je pose la question. Non, on a compris, c'est-à-dire vous avez parlé face à l'impossibilité. C'est ce que vous avez dit. Le pouvoir actuel a tellement biaisé les choses que nous risquons de nous retrouver face à une expertise avérée devant la réalité de devoir plus que clair, dépasser d'un ou 2 mois. On fait quoi? Il faut lever cette option. Justement. Alors il faut le lever par les acteurs politiques. C'est eux qui sont habilités à engager le pays. Vous êtes plus que clair. On est arrivé à la fin de l'émission. En tout cas, c'est le moment le plus important d'ailleurs, monsieur Félix. Vous êtes plus que clair face à l'impossibilité lorsque les experts de l'UDPS confirment qu'il y aura impossibilité, les experts de la Commission électorale nationale indépendante, les experts du pouvoir en place, les experts de la communauté internationale et tout. Vous serez dans l'impossibilité, justement, c'est ça le délai constitutionnel, les délais constitutionnels qui donnent aussi une possibilité, lorsque il n'y a pas un président qui s'installe, l'ancienne institution peut continuer. Et c'est ça, au fait, c'est qu'on voulait comprendre. Oui, mais tout comme aussi, ça peut donner la possibilité de départ de celui qui est d'abord responsable de la catastrophe et une petite transition avec un autre qui va amener le pays vers les élections. C'est aussi une éventualité. Mais c'est aussi une possibilité, monsieur Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, vous serez prêt justement, vous serez prêt justement d'expliquer ça face au peuple congolais, cette tranche quand même, cette tranche de la population. Je parle de cette tranche parce qu'il y a ceux-là qui sont pour la transition, il y a ceux-là qui ne sont pas pour. Cette tranche des populations, de la population congolaise, vous serez prêt à les expliquer que non, il y a eu impossibilité d'organiser les élections. Voilà pourquoi on est obligé d'avoir cette période de transition. Ce n'est pas notre responsabilité. Attention, hein. Donc, lorsque nous allons l'expliquer à nos compatriotes... Parce que vous aussi, vous avez accepté de dialoguer. Lorsque nous allons l'expliquer à nos compatriotes, c'est pour dire, voici les responsables. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qui... C'est pour ça que je vous parle, par exemple, d'acter quand même le départ, parce que le mandat de M. Kabila, que d'ailleurs nous contestons, vous le savez, je ne vais pas le redire, s'arrête en novembre 2016. Maintenant, que faire? Que faire? Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut un dialogue. Parce que quand ça ne se fait pas dans un dialogue, c'est ça qui entraîne les débordements qu'on déplore par la suite. Voilà pourquoi il faut anticiper. Voilà pourquoi il faut un dialogue maintenant qui va anticiper. Il faut des décisions politiques. Et il n'y a aucun cadre institutionnel qui aujourd'hui a la légitimité de prendre ces orientations politiques. Il n'y a que la classe politique qui peut se réunir avec la présence ou l'accompagnement ou la médiation ou la facilitation, on peut utiliser les termes qu'on veut, ou sous l'égide de la communauté internationale, et de trouver les voies et moyens de sortir le pays de la crise. Ici, ce serait un peu prétentieux de ma part d'anticiper, de dire ce qui va se passer. Il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir. Mais je crois. Mais vous allez assumer ce qui va arriver parce que vous avez accepté de dialoguer, monsieur Félix Tshisekedi. Les conclusions de ces dialogues-là, les conclusions de ces dialogues-là, les différentes conclusions, les différentes résolutions, les retombées. D'inverser un tout petit instant les rôles. C'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de dialogue? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout est biaisé. Vous avez entendu le rapport de l'OIF, l'Organisation internationale francophone, de la francophonie qui est venue, qui
qui a fait un audit du fichier électoral. Vous avez entendu le rapport. Le fichier électoral est totalement corrompu. On ne peut pas aller à des élections sérieuses avec ce fichier-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de dialogue pour lever les options afin de régler la période qui nous sépare de maintenant à 2016, où nous devons avoir des élections crédibles? Si ce n'est pas dialogué, il n'y a que ça. Si nous ne dialoguons pas, ce gouvernement qui veut absolument pérenniser son règne à la tête du Congo va continuer de biaiser le processus, de l'alourdir. Vous avez vu par exemple cette histoire de découpage. Donc vous voyez, on va aller comme ça de sabotage en sabotage et nous risquons tous de finir dans un bain de sang. Monsieur Tshisekedi, répondez à cette question, mais soyez bref s'il vous plaît, parce qu'on va conclure. Monsieur Tshisekedi, que répondrez-vous à ceux-là qui pensent qu'aujourd'hui vous avez déjà fait une coalition avec Joseph Kabila, mais vous faites semblant un tout petit peu que non, ils sont là, vous réclamez la victoire de l'autre côté, vous acceptez le paradoxe. Juste soyez bref et on va conclure avec les toutes dernières questions. Je vais vous répondre par une seule phrase. À ceux qui disent ça, je leur réponds simplement: qui vivra verra. Donc si nous avons fait une coalition avec Joseph Kabila, ça se saura, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de s'étriper maintenant, il faut attendre, qui vivra verra. Je reviens à la question que je vous ai posée. Vous avez dit que vous alliez vous perdre. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec Vital Kamerhe, finalement, qui avait reconnu quand même la victoire de M. Etienne Tshisekedi? Il est allé jusqu'à la Cour suprême réclamer la victoire de M. Tshisekedi. Aujourd'hui, vous avez toujours des bonnes relations avec M. Vital Kamerhe et l'UNC? Politiquement, nous avons des divergences. Mais certes, nous sommes dans l'opposition ensemble, mais politiquement, nous avons des divergences. Mais sur le plan humain, suite au dialogue, il n'y a aucun problème. Suite au dialogue, justement, c'est le dialogue qui vous... Oui, mais c'est tout à fait normal. Moi, je l'accepte, ça. Je trouve que c'est tout à fait normal. Dans la mesure où qu'ils ne font pas des déclarations à l'emporte-pièce et que c'est vraiment leur façon de voir les choses, que ce n'est pas du positionnement. Tant mieux, c'est la démocratie, ça doit être comme ça. Mais maintenant, sur le plan humain, comme je vous le disais, il n'y a aucun problème. Quand nous nous voyons, c'est votre frère. Nous embrassons, donc il n'y a pas de problème. Alors monsieur Félix Tshisekedi, on va conclure avec cette rencontre qu'il y a eu en Italie, à Rome. C'était quoi exactement? Pourquoi vous êtes allé là-bas? Pourquoi vous ne l'avez pas fait ici? Est-ce que vous l'avez fait en cachette? Voilà, ce qui me fait toujours rire, c'est que les Congolais, nous avons toujours l'habitude de parler avec certitude. Il n'y a rien eu à Rome. Il n'y a pas eu de rencontre à Rome. Je vous le dis, la main sur le cœur, devant Dieu, il n'y a pas eu de rencontre à Rome. Il n'y a pas eu des émissaires. Les tractations existent. Et pas seulement qu'avec l'UDPS. Vous irez à l'UNC, au MLC, au Front Populaire conduit par notre frère Lisanga Bonganga, partout, au FAC de Fayoulou. Vous verrez que ils ont eu tous des contacts, ils ont eu tous des discussions avec mais eux, on connaît leur les position, émissaires de M. Kabila. Oui, mais on connaît aussi la nôtre. Oui. Alors, donc vous allez assumer. Tout le monde doit assumer ce qu'il fait. Jusqu'au bout, ce qui va arriver. C'est ça un responsable politique. Merci Félix Tshisekedi. Donc il ne faut pas vous laisser distraire avec ça. Il y a des tractations, il y en a eu, il y en a. Le but est d'aller au dialogue et nous irons au dialogue. Merci Félix Tshisekedi d'avoir répondu à notre invitation. Merci, je rappelle que vous êtes secrétaire national chargé des relations extérieures. J'espère que ça se passe bien pour vous. Vous avez des relations avec la communauté internationale, etc. D'ailleurs, c'est ça votre travail. À vous également, mesdames, messieurs, je sais que vous avez été très, très, très nombreux à pouvoir nous suivre. Vous allez suivre cette émission de rediffusion. Ça, je vous le promets. D'abord sur la grande télévision haute définition Congo Web. Vous allez suivre ça en rediffusion demain à partir de 10h sur www.dossierdafrique.com, sur la page officielle Barbara Nzimbi Akondoli sur YouTube. Et merci de nous envoyer vos suggestions. Et puis voilà, c'était votre émission Regard Sur. Et aujourd'hui, on a parlé du dialogue, on a parlé de l'UDPS qui est pour le dialogue, l'UDPS qui est prête à assumer ce qui va arriver. Merci de nous avoir suivis. Je vais vous retrouver très très prochainement. Ça sera avec le même plaisir. Bonsoir et à très bientôt.